retrouver on va se retrouver avec une hyperhydratation, bien sûr, intracellulaire, parce qu'on a beaucoup d'hormones antidiurétiques et donc le rein va réabsorber de quantités importantes d'eau. D'accord? Voilà, il y a beaucoup en fait de causes de sécrétion, de syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH, syndrome de Scholz-Barter. Les causes sont vraiment multiples. Ce n'est pas bon, ce n'est pas à prendre en fait en détail, mais c'est bien quand même de connaître les principales causes. Comme l'ADH, elle est sécrétée au niveau de l'hypothalamus, donc toutes les atteintes au niveau du système nerveux central peut donner une sécrétion exagérée d'ADH. C'est le cas des méningites, des méningocéphalies de l'abcès, le trauma crânien, les maladies neurologiques telles la sclérose en plaques, les AVC, etc. Il y a certaines affections pulmonaires aussi, de la pneumopathie bactérienne et virale, les insuffisances respiratoires, la tuberculose, la ventilation assistée, la période post-opératoire, syndrome nauséeux, certains médicaments aussi peuvent entraîner une sécrétion exagérée d'ADH, sécrétion ectopique tumorale d'ADH, surtout dans les carcinomes bronchiques. Il est mis en gras parce que c'est une situation fréquente dans le carcinome bronchique. Certains d'autres cancers comme le prostate, le cancer de prostate digestif, etc. Les endocrinopathies, l'hypothyroïdie, les adénomes, aprolactie, insuffisance cardiaque surrénalienne. L'effet de certains médicaments aussi qui potentialisent l'action de l'ADH. Vous avez les sulfamides hypoglycémiants, et etc. Et des fois, on a l'apport exogène d'ADH par les analogues d'ADH, tels l'ocytocine et des DABP. Je répète, c'est pas, vous n'êtes pas censé apprendre toutes ces causes-là en détail, mais bon, les grandes lignes seulement, d'accord? Comment je vais traiter? En fait, je vais voir le secteur extracellulaire. Si je suis dans une situation d'hyperhydratation globale, donc j'ai une hyperhydratation intracellulaire associée à une hyperhydratation extracellulaire. Dans cette situation, bon, bien sûr, toujours le traitement étiologique. Le traitement symptomatique, ce que je vais faire, je vais prescrire un régime restreint en sel et restreint en eau. D'accord? Et associé des diurétiques. Parce que là, je suis en hyperhydratation globale, c'est-à-dire qu'il y a un excès d'eau pour l'intracellulaire et un excès de sel pour l'extracellulaire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement limiter l'apport hydrique et l'apport du sel. Le sel, j'autorise entre 1 et 2 grammes par jour. L'eau, je fais une restriction hydrique entre 500 maximum 1 litre. Mais d'une manière générale, lorsque vous avez une hyponatrémie, premier réflexe, si vous avez une hyponatrémie chez un patient, premier réflexe, c'est d'arrêter l'eau, donc de faire une restriction hydrique. Des fois, le fait de faire une restriction hydrique va corriger l'hyponatrémie, d'accord? Sans donner d'autres traitements, sans rajouter quoi que ce soit. Réflexe devant toute hyponatrémie, arrêtez l'eau. D'accord? Restriction hydrique à 500 cc jour. Et s'il s'agit d'une hyperhydratation globale, on peut prescrire des diurétiques, bien sûr, mais tout en surveillant pour ne pas tomber dans la déshydratation. Deuxième situation, si vous avez une hyperhydratation intracellulaire, mais avec une déshydratation extracellulaire. En plus du traitement étiologique qui est systématique, c'est partout, hein, toujours le traitement étiologique, le traitement symptomatique, c'est que de corriger le déficit en sel et l'excès en eau. Comment je vais faire? Donc, pour le secteur intracellulaire, donc il y a une hyponatrémie donc, avec hyperhydratation intracellulaire, donc je vais apporter apport sodé, alimentation salée avec un sérum salé hypertonique à 20 pour 1000. Le sérum salé hypertonique n'est pas disponible en Algérie, donc qu'est-ce qu'on fait nous, praticiens? On prend notre sérum salé 9 pour 1000, c'est le seul dosage qu'on a, et on rajoute des ampoules du NaCl, d'accord? Une à deux ampoules du NaCl pour arriver au sérum salé hypertonique. Pour le secteur extracellulaire, donc on est devant une hydratation extracellulaire, donc je vais apporter des apports hydrosodés isotoniques, soit par voie orale, soit par du NaCN 9 pour 1000. D'accord? Donc, dans cette situation, je vais traiter par le sérum salé. Voilà. S'il y a une hyperhydratation intracellulaire pardon, pure, donc le secteur extracellulaire est tout à fait normal, en plus du traitement étiologique toujours, le traitement symptomatique, donc on est devant une hyponatrémie
seul. Donc, premier réflexe, j'ai dit, faites la restriction hydrique. Ça, c'est systématique devant toute hyponatrémie, d'accord? Lorsque l'hyponatrémie n'est pas compliquée, donc ce n'est pas le stade, par exemple, de coma, de troubles neurologiques sévères, etc., le fait de faire une restriction hydrique à 500 cc va corriger l'hyponatrémie. Mais lorsque l'hyponatrémie est compliquée, là, je peux utiliser en plus de la restriction hydrique, en plus, qu'est-ce que je peux prescrire? Je peux prescrire des diurétiques, d'accord? Et tout en diurétique, c'est pour éliminer l'excès d'eau et tout en associant du NaCl hypertonique. Donc, je remplis quand même avec du sérum salé pour donner un peu de sel et éliminer l'excès d'eau. Quelle est la vitesse de correction? Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, toujours dans les troubles d'hydratation, la vitesse de correction doit suivre la vitesse d'installation. D'accord? Si l'installation était lente et chronique, donc la correction aussi, elle va être chronique et lente. Donc, augmenter, prenons le cas de l'hyperhydratation intracellulaire chronique, donc une hyponatrémie qui est chronique. C'est le cas de l'insuffisance cardiaque. C'est souvent des patients qui ont une hyponatrémie chronique qui est plus ou moins bien tolérée. Donc, on va corriger progressivement tout en augmentant la natrémie de 0,5 à 1 millimol par litre par heure. Et souvent, ça se fait, la restriction hydrique va pouvoir assurer cet objectif, hein. Pourquoi je dois corriger lentement? Parce que si je corrige rapidement, il y a un risque de maladie qui s'appelle, ça c'est un L, hein, c'est pas un M ici, le risque de la myélonylyse centropontine. Ça veut dire quoi ça? Ça, c'est une situation très grave de lyse, où il y a une lyse de la substance grise cérébrale. Donc, si je corrige rapidement une hyponatrémie chronique, je risque de créer une complication très grave qui est la lyse de la substance grise, qui s'appelle la myélonie centropontine. Et cette situation, elle est malheureusement irréversible, elle se manifeste par un coma et après le patient, il va mourir. Et on peut pas, il n'y a pas de traitement à cette complication-là, malheureusement. C'est le cas où il y a des patients qui rentrent en réanimation pour des hyponatrémies qui est plus ou moins, le chiffre est sévère, mais c'est une hyponatrémie chronique. Si le médecin ne fait pas attention, il corrige rapidement la natrémie tout en dépassant les objectifs, qu'est-ce qui va se passer? Le patient, il va se sentir bien initialement, la natrémie va se corriger, il sort de l'hôpital, mais après une semaine, il va s'enfoncer dans le coma. Si il revient à l'hôpital, on fait l'IRM, on va trouver cette complication qui est la lyse de la substance grise. Et malheureusement, c'est une faute médicale et le malade va mourir malheureusement parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas de traitement à cette complication. وإحنا من بعد نقولوا الأجل وربي يرحمه alors que c'est vrai هو الأجل, mais c'était à la base c'était une faute du premier médecin qu'il avait peut-être reçu dans les urgences. Donc faites très attention. Si vous avez un trouble chronique, corrigez progressivement. Il ne faut pas précipiter. Si vous avez une atteinte aiguë, rapide, vous êtes sûr, par exemple, que la semaine passée ou 2 jours avant, la natrémie était bonne, et là, d'un seul coup, elle se manifeste, l'hyponatrémie se manifeste d'une manière aiguë, surtout si elle est symptomatique, là, on peut aller plus rapidement en augmentant la natrémie de 1 à 2 millimoles par litre par heure. D'accord? Là, il n'y a pas de risque parce que l'installation était rapide. Faites attention à cette situation parce que cette situation, elle est très fréquente, surtout chez les cardiopathes ou les malades avec syndrome cardio-rénal. Bon, c'est encore, j'ai mis ici un algorithme de la prise en charge, en fait, ou un arbre décisionnel de l'hyponatrémie. Donc, l'hyponatrémie, si j'ai l'hyponatrémie, je suis souvent devant une hyperhydratation intracellulaire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir le secteur extracellulaire pour voir est-ce que je suis devant une hyperhydratation intracellulaire, pardon, pure ou associée à d'autres problèmes. Donc, l'osmolalité plasmatique, si elle est normale, donc il y a une hyponatrémie qui est isotonique, donc les causes, c'est l'hyperlipidémie et l'hyperprotidémie. Ça, c'est le cas de la fausse hyponatrémie. Si elle est élevée, donc hyponatrémie hypertonique, c'est le cas aussi de la fausse hyponatrémie, donc c'est l'hyperglycémie.
La situation la plus fréquente et habituelle, c'est lorsque l'hyponatrémie s'accompagne donc d'une hypoosmolalité plasmatique, donc c'est l'hyperhydratation intracellulaire. Là, on va voir l'osmolalité urinaire. Si elle est basse, c'est bon, je préfère que passer sur cet algorithme parce que je sais que vous allez vous perdre davantage, hein. Ok, ça c'est un peu compliqué pour vous. Essayez de retenir ce que je vous ai expliqué, ça va suffire. Donc, au total, si je veux résumer, la déshydratation, si j'ai une déshydratation intracellulaire, elle va se manifester par une hypernatrémie, ça c'est très important à apprendre. Donc, hypernatrémie, c'est une déshydratation intracellulaire. L'extracellulaire, il y a des signes cliniques de sécheresse, etc., d'hypotension. Et le principal signe, donc le principal signe clinique de la déshydratation extracellulaire, c'est l'hypotension artérielle. Et le principal signe biologique, c'est l'hémoconcentration. L'hyperhydratation intracellulaire, je vais trouver une hyponatrémie. L'hyperhydratation extracellulaire, tout simplement le cas des œdèmes. D'accord? Et je vous remercie. Là, je vous ai mis, vous allez le trouver dans le support. Bon, c'est une synthèse des troubles, des mécanismes, c'est résumé, les différents troubles, mécanismes, les conséquences, les principaux signes cliniques et le principal, les traitements. Et je vous remercie. Alors, il y a une question sur la barre de discussion. Quand il y a quelqu'un qui pose la question, comment détecter le rythme d'installation? C'est l'interrogatoire le plus important. Qui est un malade chronique. Il y a une pathologie chronique qui est suivie par un médecin, que ce soit un néphrologue, un cardiologue, un endocrinologue, quel que soit. Vous devez demander les bilans antérieurs du malade. D'accord? S'il a l'habitude de faire des hyponatrémies, par exemple, donc vous pouvez déduire d'une hyponatrémie qui est chronique. Ça veut dire d'habitude, il fait toujours des hyponatrémies. D'accord? Si par exemple, il vient de faire un bilan, ça fait pas très longtemps pour son suivi, pour un diabète ou une HTA, etc. Et vous avez vu que la natrémie, elle était normale. L'ionogramme sanguin, il fait partie du bilan habituel de routine des suivis de toutes les maladies, pardon, chroniques. Donc, un malade qui est suivi, il va sûrement faire des ionogrammes. Ça, c'est un point. Donc, vous allez demander aux parents de ramener les bilans antérieurs s'ils existent. Deux, vous pouvez poser la question, est-ce que, par exemple, ces symptômes, je sais pas, neurologiques, digestifs, les nausées, les vomissements, etc., la date, le début des symptômes, est-ce que ça remonte à hier, à avant-hier, ou ça fait, par exemple, un mois qu'il commence à souffrir de nausées? Ça commence progressivement, il souffre de nausées, d'anorexie, d'insomnie, c'est des malades qui vous disent ça fait quelques mois, je souffre d'insomnie, etc. Donc, vous pouvez déduire que probablement, parce que l'insomnie peut être un signe d'une hyponatrémie, par exemple. Donc, l'interrogatoire est très important. Aussi, le terrain du malade. S'il s'agit d'un patient, un cardiopathe, c'est souvent les hyponatrémies, ça se voit, c'est un problème très fréquent chez les patients insuffisants cardiaques. Donc, s'il s'agit d'un patient cardiopathe ou un patient qui a déjà une pathologie rénale, donc là, une tubulopathie ou autre chose, donc, ou un cancer, par exemple, cérébral, donc vous pouvez déduire qu'il y a un problème au niveau de centre d'ADH, etc. Donc là, vous êtes beaucoup plus vers le problème chronique. Mais maintenant, si le patient, il n'est pas connu pour être malade, il n'a pas de pathologie chronique, d'un seul coup, il commence à vomir, il commence à avoir des troubles de vigilance, etc., et vous dosez votre natrémie, là, vous êtes presque sûr qu'il s'agit d'un tableau aigu. D'accord? Donc, l'interrogatoire est important, vérifier les bilans est important et évaluer en fait la situation de votre patient, le contexte clinique de votre patient. Voilà. Et malgré ça, des fois, on peut pas vraiment trancher. Et si on n'est pas sûr, si on n'arrive pas à trancher, il vaut mieux traiter progressivement. D'accord? Si vous n'êtes pas sûr, allez-y progressivement, sauf bien sûr s'il y a des signes de gravité, si vous avez un patient qui est déjà en coma, là, vous pouvez aller rapidement. Mais si le patient est toujours conscient, est toujours viable,
et vous n'êtes pas sûr du caractère chronique ou aigu, allez-y progressivement. Il vaut mieux ne pas créer un autre problème irréversible à votre patient. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions, donc on clôture la session. Je ne sais pas, est-ce que, bon, il nous reste le cours. Je vous en prie. Normalement, j'essaie maximum de simplifier. Vous avez le support. Bien sûr, on ne va pas sortir du support et on ne va pas sortir de ce qui était dit durant le cours, hein. Donc, vous pouvez déduire, j'ai insisté sur quel point. Voilà, normalement, ce sera facile.